14 morts, dont 6 enfants et 14 blessés. C'est le bilan provisoire de l'accident qui s'est produit dans la nuit du 2 janvier aux environs de 20 h à Eplemlan, un village situé à 6 km d'Adiaké dans le sud-est. Nous avons fait venir des plongeurs qui ont fait des recherches aussi bien dans le véhicule que dans la mangrove tout autour, sous le dallo. Les recherches ont été vaines et nous avons demandé l'appui d'un véhicule de relevage afin de soulever le camion et poursuivre les recherches. Le bilan est provisoire tant que nous n'aurons pas fini l'opération. Donc l'opération est encore en cours, mais nous espérons qu'on pourra finir ça dans la journée dès que le véhicule de relevage sera présent. Le car de 32 places s'est renversé dans une rivière entre le village d'Eplemlan et le quartier débarcadère. Selon le témoignage d'un riverain, le car transportait des passagers qui revenaient de la fête du Nouvel An. Alors, les premiers corps, on a pu les repêcher. Il y avait des premières victimes qui se sont sorties. On les a évacués vers l'hôpital. Selon les informations que nous avons reçues, il a raté la voie. Alors, comme vous le constatez, c'est un virage. Juste après le virage, on a un pont. Alors, comme il n'est pas bien protégé, il a tout juste trébuché dans l'eau. Informés, les ministres de la Santé et de la Solidarité se sont rendus au chevet des blessés pour apporter assistance et réconfort. Nous venons donc, au nom du président de la République et du Premier ministre, apporter notre compassion à la population d'Adiaké, tout notre soutien aux blessés et puis présenter nos condoléances aux différentes familles qui malheureusement en début d'année vont donc affronter ce deuil. C'est le lieu ici de rappeler à la prudence à toute la population ivoirienne. On a rendu visite aux blessés. On se rend compte qu'il n'y a pas de blessures physiques, mais probablement et très certainement, je dirais, des blessures psychologiques. Et donc, il y aura une prise en charge psychologique pour chacune de ces personnes. Et puis, nous allons apporter la compassion de l'État aux familles des personnes qui sont décédées. Ils sont nombreux à décrier l'état de la route. C'est pour eux la raison principale de ce drame, même si pour l'heure, les circonstances de l'accident n'ont pas encore été élucidées. Les Ivoiriens ont fêté en grande pompe. Après avoir célébré ces moments en beauté, l'heure est maintenant au bilan dans certaines familles. Chez les sœurs Yoboué, le programme des fêtes a été très alléchant. On a bien fêté, juste comme il n'y a plus rien dans la mamie, tout autour. En tout cas, ça a été une belle fête. Nous sommes allés à l'église de 24 et on a fait le 31 encore. Et le 1er janvier, on a passé ça en famille. Même constat dans la famille Gomez, à Yopougon-Selmer. Ici, les membres de la famille sont tous restés à la maison. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à affronter le mois de janvier. Et les calculs ont déjà commencé pour gérer ce mois. Même le repas du jour n'a pas été servi. Comme chaque année, on a mangé avec nos invités. On a dansé, c'était la joie. Hier, il y a eu à manger, mais aujourd'hui, la vie continue quand on n'a pas préparé aujourd'hui. Cependant, quelques poulets sont visibles dans la cour. Tout juste à côté, Dame Kadjo Julie cuisine pour ses enfants. Même si elle reconnaît que c'est dur, cette dame soutient qu'il est toujours important de dépenser énormément pendant les fêtes de fin d'année. C'est normal, parce qu'il faut préparer pour partager, il faut acheter les cadeaux des enfants, les habits, tout ça là, pour pouvoir servir à ceux qui n'en ont pas. Donc, ce qui fait qu'on dépense beaucoup. Toutes les familles n'ont pas eu les mêmes chances d'organiser cette fête de manière grandiose. Selon Dame Niepa, les coûts des différents produits du marché étaient très élevés. Cet avis est soutenu par un membre de sa famille. On ne pouvait pas payer les poulets. Les poulets étaient trop chers. J'ai fêté avec difficulté parce que je ne suis pas mariée. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas l'argent. On a fêté ça comme ça. Chaque année, ce sont les mêmes erreurs. Célébrer les fêtes de fin d'année avec faste en oubliant le fameux mois de janvier. Mois considéré comme le plus dur par une partie de la population. Tenanciers et gérants de bars, de maquis ou de dépôts de boissons dressent le bilan au terme des fêtes de fin d'année. Eux qui ont réalisé de bonnes affaires, à en croire Guizot, gérant de dépôt de boissons à Yopougon. Les affaires ont tourné.
On a fait beaucoup de ventes, ça, on ne peut pas se cacher. C'est vrai que de manière générale, les gars ont dit que c'était un peu morose, mais nous, de notre côté, en tout cas, j'ai pris plus de 1000 casiers que j'ai écoulés. Aujourd'hui, j'ai pratiquement plus rien dans mon dépôt. En tout cas, chez moi ici, ça a marché. Ceux qui sont venus, ils ont mangé. Personne n'est parti au ventre creux. Cette bonne moisson ne concerne pas forcément tous les maquis et bars. Selon Ami, cette gérante de bar qui n'a pu booster ses recettes pendant ses fêtes de fin d'année. Cette année, on ne sait pas vraiment, c'était dur. Moi, personnellement, dans mon établissement, par exemple, depuis la rentrée, le mois de septembre, il y a eu un ralentissement au niveau des chiffres d'affaires. Bon, là, je me suis dit, bon, c'est la rentrée. On part en novembre, pareil. Décembre, là, je me dis, bon, ok, je vais peut-être faire un chiffre d'affaires. Là encore, pareil. Mais malgré que c'était un long week-end, à ce que je m'attendais, c'est pas ça, franchement dit. La jeune dame garde espoir et croit en des lendemains meilleurs. En ce moment, elle rénove son espace. Parce que je devais le faire avant les fêtes. Mais comme je vous disais, depuis le mois de septembre, je me retrouvais. Mais quand même, je dis, bon, comme j'ai commencé, il faut que je termine par rapport à la Saint-Valentin qui sera encore meilleure. À Abidjan, après la fête, c'est le calme dans les maquis, bars, restaurants et autres lieux de distraction. Bien qu'officiellement dissous depuis mai 1964, les centrales et syndicats autonomes de la Haute-Volta se rassemblent fin décembre au sein d'un front intersyndical présidé par Joseph Ouédraogo afin de dénoncer le plan d'austérité. Yaméogo est alors en Côte d'Ivoire pour discuter de la double nationalité. Le 31 décembre, l'intersyndicale organise un meeting à la Bourse du Travail où elle appelle à la grève générale le 3 janvier 1966. Cette manifestation interdite par le ministre de l'Intérieur, Denis Yaméogo, finit par être dispersée par les forces de l'ordre. De retour le même jour, Maurice Yaméogo réveillonne sans se préoccuper des troubles. Le 1er janvier 1966, le chef de l'État se décide enfin à agir en proclamant l'état d'urgence. Toute manifestation est interdite, les grèves déclarées illégales. Dans le but de discréditer l'action intersyndicale, Joseph Ouédraogo est accusé d'espionnage au profit des communistes. Les fonctionnaires sont menacés de licenciement collectif en cas de participation au mouvement. Et afin d'apaiser la situation, il est demandé aux autorités religieuses d'intervenir. Celles-ci s'y refusent. Le dirigeant voltaïque est en disgrâce auprès d'elles. Avec la chefferie dite traditionnelle, elles apportent leur soutien au mouvement. C'est dans la nuit du 2 au 3 janvier 1966 que les événements commencent à se précipiter. Maurice Yaméogo échoue dans sa tentative d'arrêter les meneurs de l'intersyndicale réunis à la Bourse du Travail. Il ordonne l'installation de plusieurs automitrailleuses aux alentours du palais et le renforcement des principaux bâtiments publics, notamment celui de la radiodiffusion. Le 3 au matin débute la manifestation. Il semble que ce soit l'épouse de Joseph Kizerbo, Jacqueline, qui l'est ouverte avec ses collégiennes du cours normal, arborant des pancartes réclamant du pain, de l'eau et de la démocratie. Elles sont suivies par les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré. Rapidement, tous ces jeunes gens sont rejoints par plus de 100 000 Ouagalais, dont de nombreux fonctionnaires qui appellent au retrait de l'abattement de 20% des salaires. La manifestation n'est pas violente. Les forces de l'ordre auraient même pris fait et cause pour les manifestants. Acculé, Maurice Yaméogo fait savoir en fin d'après-midi aux manifestants, par le biais de son chef d'état-major, le lieutenant-colonel Aboubakar Sangoulé Lamizana, qu'il retire l'abattement de 20% et maintient le taux des allocations. La situation dépasse les simples syndicalistes comme Joseph Ouédraogo. La foule menée par l'historien Joseph Kizerbo appelle désormais à la démission du président de la République retranché dans le camp Guillaume Ouédraogo. Afin de débloquer la situation, les meneurs appellent l'armée à prendre le pouvoir. Après plusieurs heures de négociations, Maurice Yaméogo annonce par radio sa décision de remettre le pouvoir au lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana.